Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 22 août, je vous propose tout d'abord de revenir sur la rencontre tripartite à Camp David aux États-Unis pour ensuite nous rendre dans le Pacifique pour nous intéresser aux préparatifs des Jeux du Pacifique qui doivent être organisés à l'automne sur l'archipel des Salomon. On se penchera ensuite sur la construction par la Chine d'une piste d'atterrissage sur l'île Triton, une île à la souveraineté contestée. Et enfin, nous resterons dans le Pacifique pour nous intéresser à l'île de Banaba, où les habitants ont dû quitter leur île pour s'installer sur celle de Rabi, dans l'archipel des Fidji. Vendredi dernier a eu lieu à Camp David, dans l'État américain du Maryland, la rencontre tripartite entre le président américain Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a parlé de sommet historique pour qualifier la rencontre entre les trois dirigeants qui ont passé un accord sur la gestion de crise, se mettant notamment d'accord pour se contacter pour discuter de la manière de réagir aux menaces en temps de crise dans le Pacifique. Le communiqué conjoint publié par les trois dirigeants au terme de leur rencontre affiche comme but de promouvoir la paix et la stabilité à travers la région Indo-Pacifique et évoque, je cite, « des actes dangereux et agressifs de la Chine en mer de Chine méridionale », où des accros ont notamment eu lieu récemment entre des navires chinois et la marine philippine dans l'archipel des Spratly. Dans le communiqué, les dirigeants s'opposent, je cite, « à tout changement unilatéral du statu quo dans les eaux de l'Indo-Pacifique et réaffirment leur engagement pour une résolution pacifique des tensions interdétroits ». La Chine a réagi hier à travers le porte-parole de sa diplomatie, Wang Wenbing, qui a accusé les trois dirigeants d'avoir, je cite, « diffamé et attaqué la Chine sur des sujets maritimes et liés à Taïwan et d'interférer de manière flagrante dans les affaires internes de la Chine, tout en ravivant la mentalité de guerre froide en incitant à la division et à la confrontation ». Biden, Kishida et Yoon se sont aussi mis d'accord pour développer ensemble un nouveau type de missile capable d'intercepter des missiles hypersoniques, une technologie de missiles extrêmement rapide qui ont été développés par l'armée chinoise et qui font également l'objet de recherches en Corée du Nord et en Russie, inquiétant les dirigeants des trois pays. Le président sud-coréen, qui a qualifié la rencontre de jour historique, a déclaré que lui, Biden et Kishida s'étaient mis d'accord pour améliorer les capacités de réponse conjointes aux menaces nucléaires et de missiles nord-coréens, alors que ces derniers sont, je cite, « plus sophistiqués que jamais ». Cité par le quotidien sud-coréen Korea Herald, Yoon a aussi affirmé que les provocations nord-coréennes ne feraient que renforcer la coopération trilatérale entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Notons d'ailleurs qu'ont débuté hier une série d'exercices militaires conjoints de 11 jours entre les armées américaines et sud-coréennes. Des exercices annuels baptisés Ulti Freedom Shield qui cette année, selon le président sud-coréen, prennent en compte également la coordination entre l'armée, le gouvernement et la société civile pour contrer la menace nucléaire nord-coréenne. Une cérémonie a été organisée vendredi dernier à Honiara, capitale de l'archipel des îles Salomon, pour présenter le stade principal des Jeux du Pacifique qui se tiendront en novembre prochain aux Salomon. Il s'agit d'un stade d'une capacité de 10 000 places, construit par la société chinoise China Civil Engineering Construction Corporation. Ce stade est une des infrastructures principales dans l'organisation de cette nouvelle édition des Jeux du Pacifique, qui doivent attirer en novembre plusieurs milliers d'athlètes de 24 pays et territoires du Pacifique. A été organisée vendredi une cérémonie lors de laquelle l'ambassadeur chinois sur place, Li Ming, a remis une clé symbolique au Premier ministre salomonien Manasseh Sogavare, qui a opéré un rapprochement avec Pékin après sa dernière élection en 2019, établissant des relations diplomatiques avec la Chine populaire au détriment de Taïwan. Car c'est la Chine qui a financé la moitié du coût du stade principal, un projet d'un montant total de 1,85 milliard de dollars américains, dont le gouvernement salomonien a pris en charge près d'un tiers, et le reste a été financé par l'Australie, le Japon et l'Indonésie. Manasseh Sogavare a salué la fin du projet qui a permis, selon lui, de sauver l'économie de l'archipel pendant la pandémie,
affirmant que sans le boost économique et financier provoqué par l'organisation des Jeux régionaux, l'économie salomonienne, je cite, se serait effondrée. Li Ming a quant à lui déclaré que les travaux d'infrastructure en vue des Jeux du Pacifique concordaient avec la politique chinoise des nouvelles routes de la soie, avant de qualifier le stade de symbole de l'amitié entre la Chine et les îles Salomon et de meilleur cadeau au gouvernement et au peuple salomonien. Radio Free Asia a indiqué que plus tard dans la semaine, la Chine présentera également la clé d'un centre aquatique aux autorités en charge de l'organisation des Jeux. D'autres pays ont également participé aux travaux en vue de ces Jeux, et notamment, on l'a dit, l'Indonésie, l'Australie et le Japon, ce dernier ayant également réparé l'autoroute qui relie l'aéroport international à la capitale. Mais la Chine, qui a aussi financé la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport, se place presque en co-organisateur des Jeux. Ainsi, en mars dernier, un accord a été signé entre la Chine et le gouvernement salomonien pour envoyer plusieurs dizaines d'athlètes salomoniens en Chine pour une durée de 3 mois, pour leur permettre de s'entraîner, et l'accord prévoit également de les renvoyer ensuite au Salomon et de les coacher avec des entraîneurs chinois jusqu'à la compétition. Un partenariat qui illustre la relation très proche entre les deux pays, et notamment à travers l'organisation de ce grand événement sportif régional. La Chine a récemment fait construire en l'espace de quelques semaines une nouvelle piste d'atterrissage sur l'île Triton, une île à la souveraineté contestée dans l'archipel des Paracels en mer de Chine méridionale. Des images satellites de l'entreprise Planet Labs PBC ont révélé la semaine dernière une toute nouvelle piste d'atterrissage longue de 600 mètres, construite entre le 12 juillet et le 15 août sur cette petite île de 120 hectares qui est aussi l'île la plus occidentale de l'archipel des Paracels. C'est aussi l'île des Paracels qui est la plus proche de la côte du Vietnam qui, avec Taïwan, revendique la souveraineté sur cette petite île occupée par l'armée chinoise depuis 1974 à l'issue d'une bataille avec la marine du Sud-Vietnam. La diplomatie taïwanaise a aussi condamné la construction de la piste d'atterrissage, déclarant que l'île faisait partie du territoire de Taïwan et appelant les parties concernées à faire preuve de retenue. Les images satellites ont aussi été publiées par l'agence de presse Associated Press qui a estimé que la piste n'était pas assez large pour accueillir des bombardiers ou des avions de chasse, mais permettait le décollage et l'atterrissage de turbopropulseurs et d'appareils légers et surtout de drones de moyenne altitude, ce qui devrait renforcer considérablement les capacités de patrouille de l'armée chinoise dans cette zone à la souveraineté contestée. Notons que les images montrent aussi un petit port, un héliport et plusieurs bâtiments. La Chine a défendu la construction de la piste, déclarant que cette dernière relevait d'un comportement normal sur son propre territoire, sans toutefois préciser l'utilisation qui serait faite de cette nouvelle infrastructure. Radio New Zealand a attiré l'attention sur une pétition lancée il y a 5 mois sur le site Our Action Station par l'organisation International Center for Advocates Against Discrimination. La pétition affirme que les Banabans, réfugiés sur l'île de Rabi, dans l'archipel des îles Fidji, sont discriminés en tant qu'entité partiellement autogouvernée et souffrent du sous-développement, de l'impact de l'activité minière sur son île d'origine et de son déplacement forcé à Rabi. Banaba, aussi connu sous le nom d'île Océan, a connu une histoire douloureuse tout au long du XXe siècle, après que le prospecteur australien installé en Nouvelle-Zélande, un certain Albert Ellis, identifia en 1900 un important gisement de phosphate sur cet atoll surélevé du Pacifique, dont le plateau central était composé à l'origine de pitons de corail, entre lesquels se trouvaient de riches gisements de phosphate. Peu après, ces réserves de phosphate de cette île géographiquement et géologiquement proche de celle de Nauru, qui a connu une histoire similaire, ont été exploitées par la British Phosphate Commission jusqu'à épuisement total du gisement en 1979. Ces réserves de phosphate ont notamment servi à enrichir le sol des terres agricoles en Nouvelle-Zélande et, comme à Nauru, l'exploitation minière a laissé place à un terrain très accidenté, sujet à l'érosion. Les auteurs de la pétition font remarquer que des centaines d'habitants ont été déplacés sur l'île de Rabi, aux Fidji, en raison de l'impact de l'activité minière sur Banaba, et accusent la Nouvelle-Zélande, qui faisait partie, au même titre que l'Australie et le Royaume-Uni, de la British Phosphate Commission, d'avoir ainsi forcé la population à émigrer vers Rabi, la conduisant ainsi à devenir, selon les mots de la pétition, une population entre deux juridictions et dont personne ne veut prendre la responsabilité.
Les auteurs de la pétition appellent ainsi le gouvernement de Nouvelle-Zélande à formuler des excuses publiques à la population de Banaba et à fournir une aide au développement et à assurer l'accès à l'eau et à une alimentation de base aux quelques 300 personnes restées sur l'île de Banaba et aux plus de 5000 personnes qui vivent aujourd'hui sur l'île de Rabi. La pétition appelle également la Nouvelle-Zélande à entamer un dialogue avec le ministère des Affaires étrangères des Fidji pour initier la mise en place d'une aide directe pour que la population locale puisse s'adapter au changement climatique et avoir accès à l'éducation. Elle réclame aussi un accès à la population de Banaba à l'immigration vers la Nouvelle-Zélande et au système de santé de l'archipel, ainsi que l'ouverture d'un quota de travailleurs saisonniers en Nouvelle-Zélande pour les Banabans. Enfin, la pétition demande à ce que l'histoire de Banaba et le rôle de puissance coloniale de la Nouvelle-Zélande, qui a exploité les îles du Pacifique, y compris Banaba, soient inclus dans le programme d'histoire des écoles secondaires en Nouvelle-Zélande. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.